Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, bonsoir Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. On est dans les bureaux de Microsoft. Il y a une présentation à ce moment même de la communauté. On s'est faufilé à l'extérieur de la salle. On profite, nous, qu'on a quelques minutes pour enregistrer l'intro, parce qu'aujourd'hui, c'est une émission qu'on a préenregistrée il y a maintenant de ça presque 2 semaines. Au début de l'année, Emmanuel Gaillot, un de nos confrères de Paris, était en visite au Québec. On avait eu vent de cette visite-là et on s'est organisé avec lui pour le rencontrer, pour enregistrer une émission sur les contrats dans le monde agile. Il travaille dans une firme qui vend de l'agilité, donc qui de mieux pour en parler? Il y a aussi, Mario, je pense qu'il y a un certain monsieur Brian Harry qui a blogué au sujet d'un produit sur lequel tu bosses de ce temps-ci. Oui, écoute, on était hyper contents. Bon, vous savez, je travaille avec l'équipe Urban Turtle. Nous, c'est un produit qui permet de faire de l'agilité sur TFS. Et au début de l'année, on a vu que Brian Harry a écrit un blog super élogieux sur notre produit. Puis, pour nous, c'était une super nouvelle. Et là, ça va bien. C'est un bon début d'année 2011. D'ailleurs, je vais mettre un lien sur l'article parce que Brian Harry a dit « Awesome Scrum Tool for TFS ». Donc, pour nous... puis bon, l'article dans l'ensemble est très positif. Donc, super. Puis c'était le fun parce que c'est pas le... Tu sais, nous, on a déjà des clients qui nous envoient des commentaires positifs un après l'autre depuis quelques mois. Mais là, que ce soit même Microsoft, ça fait un bon petit vélo. Et sans plus tarder, écoutons l'entrevue et on vous revient après avec les actualités. Nous sommes avec Emmanuel Gaillot dans les bureaux de Pixis à Laval, donc à Montréal, pas à Paris. Et non. Le 3 janvier. Oui, en janvier, les mois de janvier. Bonne année! Oui, Bonne année, Mario! Bonne année, Emmanuel. Hein? Oui, bonne année. Comme on dit, on va te souhaiter du succès dans toutes tes entreprises. D'accord. La première étant ce podcast que nous faisons. C'est un podcast qu'on enregistre au début de l'année parce que tu es en visite au Canada, au Québec. Exactement. Nous, on va la republier dans quelques semaines. Bon. Et le but, en tout cas, quand on s'est contacté par email, moi, ce que j'ai vu passer, c'est un email où t'annonçais, je m'en viens au Canada, je pense que tu voulais venir voir de la neige. Oui. Est-ce que tu en as vu? J'en ai vu un peu, mais elles font beaucoup. Elles font beaucoup parce que, c'est triste, hein. Malheureusement pour toi, depuis 4-5 jours, on a eu ce qu'on appelle un redoux. Je sais pas si vous appelez ça comme ça aussi en Europe, un redoux, c'est-à-dire que c'est un vent chaud du sud qui monte. Eux autres, c'est un refroid. Oui, des fois, eux autres, ils ont un vent du nord qui arrive. Nous, c'est un vent du sud, ça remonte, ça crée que finalement, ça fait que la température va au-dessus de 0 et la neige fond pendant quelques jours. Si ça a le malheur de durer trop longtemps, la neige disparaît. Et là, ça faisait 4-5 jours, donc c'était commençait à être un peu trop long pour nous, là. Écoute, le but de l'émission, c'est de parler de contrats dans un monde agile. Parce que comme je disais, lorsque j'ai vu passer ton email, je t'ai écrit, je disais, hey, tu veux-tu enregistrer un podcast? Puis j'avais lu dernièrement une expérience que vous avez fait avec le bureau de Pixis à Paris qui s'appelle maintenant UT7. Exactement. Prononcez-vous UT7? On dit UT7. Donc une expérience que j'avais lu ça à travers le blog de l'Institut Agile. Où est-ce que une expérience appelée la piscine. Exactement. On va l'expliquer dans le courant de l'émission, mais c'est relié au contrat. Et je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être aborder ce sujet-là. C'est un sujet qu'on n'a jamais fait. Comment on fait des contrats dans un monde agile. Mais là, on sort complètement de la technologie, là. Oui, mais je pense qu'on va y toucher à la technologie. OK. Parce que veut pas. En tout cas, ça l'encadre la gestion de projet, ça l'encadre comment on livre un système. C'est un aspect qui est intéressant parce que on a eu plusieurs podcasts sur l'agilité, tout ce qui touche l'agilité. Mais il y a un point qui est super important, là, c'est quand on est en affaires, comment on fait de l'argent? Comment on fait de l'argent, là, en étant agile? Si vous savez. Si vous savez. Non, il doit y avoir des façons parce que quand même, depuis 10 ans, beaucoup d'organisations là qui vivent bien. Donc, écoute, la formule, c'est toujours la même. On commence par une
brève vue d'ensemble de qui tu es. C'est pas ton premier podcast, c'est ton C'est deuxième. mon deuxième. Donc, Ouais. des auditeurs qui ont eu déjà la chance d'écouter ton premier podcast qui date quand même de 18 mois, 24 mois presque. Ça va vite, hein? Avait eu la chance d'avoir rapidement ton parcours. On va le rappeler pour les nouveaux auditeurs. Tu vis à Paris, mais t'es pas né à Paris. Tu viens de la région de Poitiers. Voilà, exactement. Et mais t'as pas étudié, en tout cas, t'as pas fait tes cours d'informatique à Poitiers, t'es fait à Lyon. Voilà. Ah, tu vois, c'est parce que j'ai réécouté le début. Je suis impressionné. C'est bien. Je me suis dit, comment simplifier ça pour pas qu'on repasse 10 minutes sur le sujet. Et à l'époque, moi, je t'avais demandé, je dis, moi, mais est-ce que c'est quand t'étudiais que tu avais découvert l'agilité? Là, tu m'avais dit, pas du tout. Donc, peut-être, qu'est-ce qui était tes premiers pas dans l'agilité? Parce que t'es pas nouveau, là. C'est pas nouveau pour toi, là. Tu vis à faire du développement agile depuis plusieurs années, là. Pour quelques années, plusieurs années. Et oui. Moi, je découvre l'agilité complètement par hasard à un moment où, après l'informatique, j'ai fait ma dernière année d'école d'informatique aux États-Unis. Et c'est ça, donc t'étudiais à Lyon, mais t'as fait un échange pour exactement. Quelle meilleure façon pour vraiment parfaire son anglais aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'a bien aidé. Et puis en fait pour des raisons un peu biscornues, je me suis retrouvé à écrire de la musique, des bandes son pour un département de théâtre et de danse aux États-Unis. Puis finalement c'est des gens que j'ai beaucoup appréciés. Et je suis retourné passer un Masters of Art dans ce département. Et donc, à un moment où moi je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec d'une production théâtrale ou d'un show de danse. C'est le moment où je me posais ces questions-là, en fait, totalement par hasard, j'ai découvert le livre de Ken Beck en 2000 sur Extreme Programming, donc XP Explained. Où lui proposait une façon totalement différente de faire la gestion de projet, plus que la gestion de projet, une façon totalement différente de livrer du logiciel. Exactement. Et toi, tu voyais les similitudes avec les productions théâtrales. Voilà. Et c'est ce qui t'avait allumé à l'époque. Exactement. Et en particulier, moi, ce qui m'avait beaucoup touché dans le livre de Ken, c'est cette question justement de la responsabilité. C'est comment recentrer cette responsabilité sur l'équipe, là où, c'est les producteurs, ceux qui font le logiciel, qui finalement ont leur mot à dire sur ce qui se passe et au final se retrouvent responsables. Toi, c'était plus sur la responsabilité, donc l'individu, que sur les fameuses boucles de rétroaction. Exactement. Moi, je suis arrivé donc dans toute cette histoire par l'auto-organisation, par finalement comment on décide de ce qu'il y a à faire et comment on s'adapte. Donc très rapidement, viennent les fameuses boucles de rétroaction, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tous les systèmes adaptatifs. Mais à l'époque, ça je savais pas. C'est pas ça qui m'a marqué en fait quand j'ai lu le livre. Ça, tu n'es pas parce qu'il y a des gens qui découvrent cette agilité qui viennent, par exemple, du domaine de la qualité, avec tous les écrits de Deming, tout ça, puis eux voient les similitudes et disent mais quand on est face à des systèmes adaptatifs. Toi, t'étais plus dans le domaine des arts, donc ça arrive vraiment assez souvent que les gens qui font de l'informatique ont une dimension artistique. Il paraît, oui. Puis toi, Guy, tu fais de la musique aussi? Ouais, à peine. À peine. Tu ferais pas un grand spectacle, là, mais t'aimes ça. Il serait très court. On a un beau thème musical que t'aurais écrit un jour, il y a très longtemps. Ça prendrait mon ordinateur, mes machines pour que Mais toi, t'as fait même une maîtrise en art, en art dramatique. Exactement. Mais un jour ou l'autre, tu es revenu en informatique. Donc, quelques années plus tard? Donc là, moi, j'ai eu mon diplôme en 2002, et effectivement, c'est à ce moment-là que je suis rentré en France. Et c'était la pleine crise des intermittents du spectacle. Et finalement, je suis revenu à des choses que, fallait que je retrouve un boulot rapidement. Et c'était beaucoup plus simple pour moi de retrouver un boulot dans l'informatique. C'est le moment où j'ai commencé à rencontrer les gens qui faisaient de l'extreme programming en France. Donc, à l'époque, on tenait tous dans une seule pièce. T'avais Laurent Bossavic. Qui venait juste de sortir, ils étaient 4, là, ils venaient de sortir leur livre sur l'extreme programming.
Et c'était le tout début des groupes de praticiens en France. J'ai embarqué dans le wagon quasiment au démarrage. Et puis, est-ce que dès cette époque-là, tu avais été mis en contact avec des gens chez Octo? Parce que tu as quand même fait une bonne partie de ta carrière chez Octo. Ouais, tout à fait. Mais c'est à cette époque-là, moi, que je rencontre Bernard Notariani, qui est un des vieux de la vieille chez Octo. Et à une époque, il me dit, tiens, on cherche des gens. Je dis, tiens, peut-être que j'aurais quelque chose à faire. Et puis ça s'est emmanché comme ça, un peu. Bernard qui est chez UT7 maintenant. Voilà. Donc c'est comme un noyau qui maintenant a reparti quelque chose d'autre avec UT7. Je sais pas. Mais alors l'histoire avec Bernard, c'est assez drôle parce qu'on s'est retrouvés finalement à décider l'un et l'autre d'aller rejoindre UT7, mais on s'en était pas du tout parlé. Et ah oui. On s'en parlait pas. Et bon, là il y avait Raphaël chez UT7 qui à un moment nous a dit, écoutez les gars, c'est sympa vos niaiseries, mais bon, faudrait quand même que vous parliez un peu, parce qu'on est marre de tenir les secrets à droite à gauche. Et donc c'est très étonnant, on s'en est pas du tout parlé en fait. Mais la vie vous amenait toutes les deux à réfléchir à aboutir à cette conclusion que c'est là qu'on est. Un nouveau défi. Voilà. Donc là, ça fait quoi, presque plus de 12 mois maintenant. Oui. Ça va vite, hein. C'était en septembre. Donc 18 mois presque. Exactement, ouais. Puis à l'époque, ça s'appelait Pixis, à cause de questions d'imbrigo avec les noms. Maintenant, vous avez renommé à UT7. Exactement. Et moi, c'est ce qui m'a amené à vouloir faire un podcast avec toi, c'est que vous faites des choses, je dirais pas une terme bizarroïde, mais innovatrices pour convaincre vos clients de faire de l'agilité. Je sais pas si on peut dire que le marché européen, ou en tout cas français, je sais pas si c'est peut-être péjoratif de dire ça, est en retard sur le marché américain en fait de pénétration de l'agilité. Peut-être, en tout cas, peut-être que c'est juste une perception de ma part aussi, mais moi j'ai cette impression-là. Je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses. Disons que je pense qu'aujourd'hui c'est en termes de vocabulaire, aujourd'hui tout le monde a entendu parler un peu de l'agilité et c'est vraiment devenu un mot à la mode. Alors après, est-ce que c'est à la mode chez tout le monde, ça j'en sais rien. Mais clairement, on retrouve des acteurs qu'on n'aurait pas vus il y a quelques années, effectivement se mettre à dire, bah nous on est agile aussi, on fait du développement agile. On voit régulièrement des offres d'emploi où ils disent on voudrait que ce soit fait de manière agile. Bon après ça reste beaucoup un mot je pense c'est pas toujours évident enfin c'est un mot voilà c'est un mot qui est à la mode c'est un mot à la mode parce que qui ne veut pas être agile j'en sais rien écoute mais c'est parce que tu sais demande à quelqu'un veux-tu être agile il y a aucun être humain qui va dire non je veux pas être agile c'est un mot tellement positif tellement donc il y a aucune organisation qui va oser dire je ne suis pas agile ils sont tous agiles là après ça la question c'est de comprendre dans quelle mesure elles sont agiles. Quel est le niveau d'agilité? Et c'est là que je trouve l'initiative de Laurent Bossavit en ce moment de monter l'Institut Agile qui est intéressante dans le sens où l'idée est justement de dire bon bah voilà est-ce qu'on peut avoir un organisme neutre qui est capable de dire bah quand on vous parle d'agilité, c'est ça qu'on veut dire, c'est ça que c'est supposé être, et il fait un travail vraiment intéressant. Ouais, puis ce que tu amènes, ça, c'est quelque chose où est-ce que, à quelque part, en tout cas en France, vous êtes en train de dépasser les Américains parce qu'il n'y a pas d'institut agile du côté, en tout cas nord-américain, mais il y en a un maintenant avec ce que Laurent fait, puis c'est vraiment une percée, donc c'est intéressant de voir, même si ma perception, moi pouvait être, le marché européen a peut-être tiré de la patte pendant un certain temps, maintenant vous êtes en train de dépasser, puis on le voit déjà, je sais que par exemple les Nordiques, les Suédois, eux ça fait très longtemps qu'ils font beaucoup d'agilité. Je dirais même que ça a peut-être été, eux ont peut-être même été précurseurs du marché, peut-être à cause de contexte culturel. Mais c'est intéressant de voir que finalement il y a de l'effervescence partout là. Et je pense qu'il y a aussi une volonté de vigilance. Enfin, il y a quelque chose on se dit. Encore une fois, moi je me rappelle le moment où on était une dizaine dans une salle et on se disait ah là là quand on pourra effectivement être payé à faire ces jeux-là, ce sera bien. Et d'avoir une vigilance, de dire on a eu envie que des pratiques, un mode de pensée, une manière d'appréhender la construction logicielle change, enfin qu'il y ait quelque chose de particulier qui se passe, et dire on n'a pas envie que ce soit non plus galvaudé complètement. Enfin, pour moi, c'est aussi intéressant de voir ce qui a pu se passer aux États-Unis, de voir comment effectivement chacun met les choses un peu à la sauce comme ça l'arrange, dire en fait ça nous intéresse de dire quand on parle de ça, voilà ce qu'on veut dire. En fait. Donc quoi, t'as été 3-4 années chez Octo et maintenant de presque 2 ans chez UT7 et quand on parle justement que
ça peut être très difficile de mettre en place des projets agiles. La première contrainte, c'est souvent l'aspect contractuel. Si Oui. les donneurs de contrats s'attendent à pouvoir continuer à faire les choses comme ils avaient l'habitude dans le passé, comment on peut être en mesure de pouvoir prescrire des nouvelles façons de faire quand on nous donne des règles du jeu qui sont pas adaptées? Ben, c'est là où effectivement il y a quelque chose moi qui me paraît compliqué, c'est que en fait il y a un moment où c'était assez habile finalement de se dire l'agilité c'est un marché de niche, il y a pas beaucoup de monde qui en fait, donc il suffit de dire qu'on est agile, puis bon on va avoir des gens qui sont un peu connaisseurs du truc, qui vont en vouloir, qui sont prêts à payer un peu plus cher pour en avoir, etc. Et puis on va arriver à faire du développement différenciant comme ça. À un moment donné où en fait maintenant c'est un peu devenu c'est plus un marché de niche, c'est plus un marché de niche, c'est un peu comme dans les offres de marché, il y a marqué OK anglais obligatoire et développement agile. Enfin bon, c'est devenu tarte à la crème. En l'occurrence, nous on s'est vraiment posé la question de ça veut dire quoi en fait de faire du développement agile et comment est-ce qu'on a envie de promouvoir ça quoi. Donc la question est pas simple parce qu'effectivement on se retrouve avec des clients qui connaissent ce qu'ils connaissent et qui ont entendu dire que c'est bien de faire ça de manière agile, qui disent du coup moi je veux quelque chose d'agile et en même temps qui on pense qu'ils n'ont pas forcément non plus l'habitude de travailler avec des milieux comme ça. Souvent la perception c'est que eux ils ont perçu que faire du développement agile, ça ne serait que des pratiques d'ingénierie qui auraient à changer et qu'on pouvait garder tout le cadre légal, contractuel, dans le même, identique, oui. Et que tout pourrait fonctionner, tout pourrait baigner dans l'huile. Et c'est là où est-ce que la réalité est... c'est là où c'est compliqué à nouveau, quoi. C'est comme toujours cette histoire de contrat. Enfin, c'est un sujet qui continue de me passionner. Il y a cette idée qu'à un moment donné, il y a un demandeur et puis qui sait pas faire quelque chose et qui va vouloir que quelqu'un d'autre le fasse pour lui. Et puis, qui se dit, ouais, mais en même temps, je vais payer un gars avant qu'il ait fini de faire ce dont j'ai besoin, donc comment je vais m'assurer que je vais pas le payer à rien faire, ou le payer à faire quelque chose qui me va pas. Et c'est encore pire si t'es un organisme gouvernemental, parce que tu dois démontrer aux citoyens que tu as été un bon gestionnaire. Donc là, il y a un cadre même légal qui fait en sorte que tu peux pas faire n'importe quoi. Les appels d'offres, les gouvernements ou ont pas le choix. Il faut qu'il y ait un appel d'offres. Donc comment on peut répondre à un appel d'offres quand en étant agile, puis je ne sais pas. Alors nous on expérimente des choses parce que donc on s'est dit OK, nous on va pas reculer, on va continuer à essayer de vendre ce qui nous paraît important mais en premier lieu, qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un entrechoc là entre la façon traditionnelle pour un demandeur de travail de dire j'ai besoin de faire ceci et ça va me coûter comment ça va me coûter, combien de temps ça va prendre? Pour moi en fait le premier point de friction, on va dire de point où ça va frotter, c'est que si on reste dans une logique demandeur réalisateur, c'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose et j'ai demandé à quelqu'un de me le faire, c'est très facile de tomber dans l'illusion que avant qu'on ait commencé quoi que ce soit, on sait ce qu'on veut. Et moi mon expérience de la chose, c'est que en fait en tant que demandeur, la partie du contrat, quoi, celui qui contracte auprès d'un fournisseur, très souvent cette personne a une idée floue de ce dont elle a besoin. Elle a une idée à peu près claire, et encore c'est pas toujours le cas, de ce qui lui pose problème, de ce qui lui manque. Elle imagine que la solution qu'elle a va correspondre, mais c'est pas du tout évident en fait. Et le problème c'est qu'on tombe tout de suite en fait dans une espèce de planification a priori où on se dit c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il me faut et c'est ça que je veux, et du coup parce que c'est ça que je veux, je vais demander à plusieurs personnes ce qu'ils en pensent, et puis puis après on va faire le jeu habituel qui est c'est celui qui à quel prix le moins cher, mais je vais donner ça. Le point que tu amènes est fondamental. Si on sait clairement ce qu'on veut, imaginons que je dois faire justement un appel d'offres et que je veux acheter des camions. Le besoin, il est tellement bien exprimé que je l'exprime même en termes de solutions. Si je veux des camions, puis je suis quand même capable de dire je veux des camions de telle marque, blablabla,
pouvez-vous me faire, les clients potentiels me répondre à cet appel d'offres-là? Dans la mesure où le besoin à ce moment-là qui est exprimé, qui est je vais acheter un camion, changera pas en cours de route, l'appel d'offres est le mécanisme probablement le mieux adapté pour que cet achat-là soit au bénéfice des citoyens. Mais si le besoin change, donc l'appel d'offres n'est pas le bon mécanisme, c'est dans la mesure où est-ce qu'on est en perpétuel apprentissage, en perpétuel changement, il faudrait être en mesure de pouvoir dire on accepte le changement. Et les appels d'offres aujourd'hui, notre bon ami François Beauregard aime bien présenter le modèle en disant que c'est le fameux triangle de gestion de projet qui doit être inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un triangle de gestion de projet, un appel d'offres, on gèle des fonctionnalités, donc une des pointes du triangle, mais les deux autres pointes qui sont le temps et les ressources, ça, on dit au répondeur, à celui qui répond à l'appel d'offres, tu as liberté de définir tes règles, comment tu vas le faire. Et en agilité, c'est l'inverse qu'on veut faire. On veut geler le temps. Donc, on dit on va faire des itérations courtes et on veut geler les ressources. On va avoir X nombre de ressources. Et à partir de là, on va permettre que les fonctionnalités soient en perpétuel changement parce qu'on sait qu'on sait pas, on sait qu'on doit apprendre. Mais inverser le triangle pour le gouvernement, c'est comme impensable. C'est un changement de paradigme pour eux qui est difficile à faire. Tout à fait. Et enfin, c'est quelque chose que je peux comprendre, qui est vraiment pas évident. Et peut-être qu'on est dans un cas où c'est simplement difficile et qu'on va pas y arriver tant que. Ou peut-être qu'il faut que les clients reconnaissent que ils savent pas ce qu'ils veulent. Puis ça, je connais pas de client qui va dire je sais pas ce que je veux. Mario, c'est simple. J'ai besoin d'un logiciel X. J'engage quelqu'un qui va faire une étude, qui va définir l'appel d'offres, qui va définir les fonctionnalités. Le cahier de charge va être bien défini. Puis là, on va pouvoir répondre. Mais à ce moment-là, si tu prends ce processus-là, il faut pas que les besoins changent sur si tu prends ce présent, ça va prendre 1 an. Il faut que les besoins soient stables pendant 1 an de temps. Et la réalité dans le domaine du logiciel, c'est que les besoins changent sur une base hebdomadaire ou mensuelle. C'est-à-dire qu'à tous les mois, il y a des nouveaux besoins où le marché, les règles d'affaires changent. Et là, on veut plus ce qu'on avait mis dans l'appel d'offres initial. Oui, puis là, on assume aussi que le travail de me faire le cahier de charge a été bien fait aussi, là. En plus. Donc il y a double risque ici. Mais Emmanuel, t'as travaillé avec des cahiers de charge, à une époque, oui, ouais. Ça commence à remonter loin maintenant. mais le point que t'amènes, c'est une façon d'éviter ça, c'est de dire on répond pas des appels d'offres et on cherche d'autres types de clients qui vont vouloir fonctionner différemment. Et avant d'aborder ce point, en fait, pour répondre à la question de l'appel d'offres, on a expérimenté des choses qui ont pas encore donné de résultats, essentiellement parce qu'on a voulu être radical et puis on s'est dit de toute façon si ça marche pas c'est pas grave. Mais quelque chose moi j'ai vraiment envie de continuer d'essayer, juste pour voir en fait quel retour on a. C'est quitte à passer du temps à répondre à un appel d'offres, en fait, autant y répondre avec du code. Se dire, enfin, je pense que s'il y a une réponse qu'on peut donner en fait à ces histoires de contrats et d'appels d'offres, c'est déjà dire, on va arrêter de faire des promesses et on va faire des résultats, puisque c'est ce qu'on veut aussi quand on parle d'agilité. On va dire, on va essayer de regarder ce qu'on sait faire la semaine suivante à partir de ce qu'on a fait la semaine précédente. Là, c'est de dire, est-ce qu'on est capable, par exemple, sur une période de temps très brève, 2-3 jours, peut-être une semaine, est-ce qu'on est capable de faire un incrément zéro d'un produit qui sera mettable en prod, en fait, qui est selon notre perception ce qui apporterait le plus de valeur à la personne qui utiliserait ce logiciel, enfin en tout cas qui a un rapport avec ce qui est écrit dans l'appel d'offres, et dire voilà, écoutez, nous ce qu'on vous fait, c'est on vous donne un logiciel, on vous fait un compte rendu de voilà comment ça s'est passé pour nous, où étaient les difficultés, où est-ce qu'on pense qu'il y a des choses à revoir, des points à éclairer, ce qui va nous sembler difficile dans la suite. Voilà comment on peut utiliser ce qu'on a fait, voilà nous ce qu'on pense qui pourrait être un début de quelque chose, et puis dire voilà nous et ça nous a pris une semaine. Une espèce de maquette. Oui, mais je pense que c'est important aussi de sortir de la maquette et de dire c'est quelque chose qu'on a la volonté de mettre en production. Mais le client lui souvent va dire moi mon problème là, il est bien plus gros que quelque chose qui se résout en une semaine. J'ai 3 ans d'ouvrage et je veux pas t'engager pour une semaine, je veux t'engager pour les 3 prochaines années pour que tu me livres toute cette liste de les 75 000 fonctionnalités que mon consultant que j'ai engagé pour me faire mon étude a identifié. Donc là,
C'est en ça que je dis, moi je pense effectivement non, on répond pas à cette question parce que de toute façon on sait pas ce qui va se passer dans 3 ans. La question à laquelle on tente de répondre en faisant ça, mais encore une fois je maintiens, c'est un acte radical, c'est-à-dire on s'attend pas à obtenir un résultat positif. Si ça marche, tant mieux. Ça veut dire si on est suffisamment bon, c'est très bien. Moi ce que je vois, c'est que l'intérêt, c'est que ça nous entraîne nous à programmer rapidement des choses, à essayer de comprendre où sont des gisements de valeur et des traits de valeur très importants à trouver rapidement, et aussi entraîner le client petit à petit. Ça me paraît vraiment important que les clients comprennent qu'il y a une valeur à avoir quelque chose, même si c'est pas fini, à avoir un début de quelque chose pour faire une discussion. Et d'entendre des gens qui disent, enfin, mon avis, le discours de rupture, s'il doit y avoir rupture, il est en disant, là, on est des gens, les gens qui sont en train de vous écrire, que vous êtes en train de lire, là, sont ceux qui ont écrit ce bout d'appli avec lequel vous êtes en train de jouer aussi. Et quand on vous dit ça, c'est vraiment notre expérience. On n'est pas en train de faire des copier-coller ronflants de propositions en disant, voilà, nous, les méthodes qu'on emploie habituellement, et voilà comment on va gérer les choses, et voilà où on sera dans 1 an et demi ou dans 3 ans. Parce qu'au final, pour nous, ça n'a aucun sens. Et c'est aujourd'hui, moi, ce qui me paraît important, c'est est-ce qu'on est capable de passer un message, et est-ce que ce message il est capable d'être entendu. On sait très bien, de toute façon, que effectivement, il y a des chances que ça marche pas. Ce qui nous intéresse, nous, après, c'est avoir un discours, avoir une discussion avec les personnes à qui on a envoyé cette réponse, et leur dire, OK, qu'est-ce qui vous a paru intéressant, qu'est-ce qui vous a paru moins intéressant, et est-ce que ce message, vous avez envie de le passer à quelqu'un d'autre. Mais le message, pour qu'il porte, est-ce qu'il faut pas qu'il y ait un signe de dollar associé? C'est-à-dire que j'entends ce que tu dis, c'est écoutez, on va vous livrer des fonctionnalités dans un logiciel qui roule, et en ce moment-là, on va cesser de fabuler et on va être capable de vous donner des prédictions beaucoup plus réalistes, et on va pouvoir vous démontrer qu'on vous livre de la valeur. Mais est-ce que c'est une proposition assez intéressante pour que des décideurs disent oui, je veux prendre ce modèle-là? Pourquoi j'amène ça? C'est que Jeff Sutherland, qui est un des 2 cofondateurs de Scrum, lui, en 2008, a fait une présentation, je pense, c'était à Jules 2008, je pense, sur justement la gestion de contrat avec l'agilité. En tout cas, selon lui, la proposition de valeur la plus intéressante, ça serait de dire aux clients, vous pouvez avoir de l'argent, en anglais, il disait money for nothing, basé sur la chanson là, de Dire Straits. Et qu'est-ce que c'est le money for nothing? C'est de dire, écoutez, si on prend cette approche-là où est-ce que les changements sont autorisés, on va, à un certain moment donné, il y aura plus besoin d'implanter de nouveaux changements parce que vous allez avoir déjà assez de valeur qu'on pourrait arrêter le contrat. Et en arrêtant le contrat, tout ce qui était prévu de dépenser, supposons qu'on avait prévu 3 ans, mais qu'après 18 mois, le client dit, écoute, j'en ai assez, là, moi, rajouter des nouvelles fonctionnalités, le coût que ça coûte versus le rendement que ça me donne, ça vaut pas la peine. Donc, j'arrête le projet et je sauve plusieurs centaines de milliers de dollars, peut-être même des millions de dollars. Lui, c'était sa proposition. Dire, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, faire que le message va porter plus en disant aux décideurs, hey, on va te donner de l'argent à la fin, tu vas dépenser moins. Alors ça, on a essayé d'expérimenter ça. Enfin, Est-ce qu'il y avait une réception ou... Alors les gens ont entendu. Donc déjà ils nous ont répété le truc. Ils ont dit oui, on a bien compris ce que vous nous dites. Donc le principe que ce que proposait Jeff, c'est l'idée de dire bon on a une enveloppe globale budgétaire. On va dire ça va être je sais pas moi 2 millions de dollars. Ouais. Et puis on sait que 2 millions de dollars ça va nous amener à 2 ans. Et puis en fait on va dire si jamais au bout d'1 an on veut s'arrêter parce qu'on sait qu'en fait il y a une somme régulière à payer toutes les semaines ou tous les mois. Si au bout d'1 an on sait qu'on veut s'arrêter, ce qu'on va faire, c'est que la différence de budget qui reste, en fait, dans le budget qui reste, donc par exemple, si c'est sur 2 ans, 2 millions de dollars, il reste 1 million, il y en a une faible partie qui va revenir au réalisateur, on va dire, on va récupérer 100 000 dollars ou 200 000 dollars sur le million restant, et le donneur d'ordre va économiser 800 000 dollars. Puis la faible partie est importante qu'elle revienne parce que ça donne un incitatif au réalisateur à s'assurer qu'il y ait le maximum de valeur produite le plus rapidement possible. Exactement. Et curieusement, nous, les gens à qui on a dit ça, nous ont dit, ils croient pas, hein, je pense. Ils disent, il y a anguille sous roche. Il y a un truc qui est pas net, il y a un truc qui est pas évident parce qu'en plus, on voudrait s'arrêter et on va devoir vous payer pour pouvoir s'arrêter. Alors qu'en fait, on pourrait s'arrêter tout court et puis c'est fini, quoi. Non, là, on pourrait ça. Vous nous dites, on peut s'arrêter.
mais en même temps, on va vouloir payer quelque chose pour s'arrêter. Ça paraît très bizarre. Et en fait, alors peut-être qu'on n'a pas été encore assez clair dans ce discours, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment une vraie valeur à ça. Et même pour les fournisseurs, en plus, enfin, ça peut être très intéressant de voir comment on calcule ce pourcentage de budget restant. Il y a vraiment des choses intéressantes à regarder de près. Je sais que Jeff Sutherland proposait 20%, mais c'est un chiffre aléatoire, un peu. Oui, alors ce qui se passe en fait, c'est quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que qu'il y a un pourcentage du budget restant en fait, qui si on prend ce pourcentage particulier en fait, ça fait que que ça va correspondre à un temps fixe du travail de l'équipe. Donc, mettons par exemple que l'équipe par mois consomme 50 000 dollars, il y a un pourcentage en fait qui fait que si par exemple on veut que l'équipe ait un mois de battement à la fin du projet, quoi qu'il arrive, il y a un pourcentage, il y a une valeur qui existe qui fait que ce pourcentage fait que quel que soit le moment où ça s'arrête, l'équipe aura toujours un mois derrière. Et ça me paraît très intéressant dans le sens où si par exemple une équipe sait que pour retrouver du boulot dans son contexte particulier, il lui faut 2 semaines ou 6 semaines ou que sais-je, elle peut décider, elle peut mettre en place des curseurs qui font que quoi qu'elle arrive, elle peut donner du meilleur qu'elle a. Et que elle aura le temps qu'il lui faut après pour trouver son prochain client. C'est ça, l'idée, c'est que si le client peut mettre terme au contrat n'importe quand et que ça coûte un autre mois au fournisseur, lui, à trouver un nouveau contrat, pour lui, c'est plus rentable de faire des contrats de cette nature-là. Donc, il a intérêt de garder le client captif le plus longtemps possible. Donc, à pas livrer vraiment beaucoup de valeur. Mais en tant que client, pour moi, c'est comme si c'était une clause une pénalité de prix de contrat. Oui. C'est vécu comme une punition. Ouais. Et j'avouerais qu'en plus, enfin, moi, l'argument principal en tant que fournisseur qui me motive à parler de ça, c'est vraiment clairement cette idée de dire, je vais pouvoir travailler à fond pour vous, et après j'aurai du temps pour trouver mon prochain contrat. Mais il a envie de dire, mais ça c'est ta sauce, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui est pas du tout simple à comprendre pour le client, et je l'entends tout à fait. Et cette idée de mais tu vas économiser des sous, c'est un truc, enfin il a encore du mal. Il dit on sait comment ça se passe. Bon, et là il y a surtout qu'il y a un scepticisme du client à dire vraiment, en moins de temps, tu vas me livrer tellement de valeur que je vais vouloir arrêter le développement parce que je vais trouver que mon application, elle fournit assez de valeur. L'expérience des 40 dernières années étant peut-être, pour eux, étant garante du futur, ils croient pas du tout. Ils croient pas du tout. C'est même plus compliqué que ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a extrêmement peu de gens qui sont lucides au point de savoir ce qui rapporte de la valeur dans ce qu'ils demandent. En plus. Ça veut dire que c'est une chose de vouloir un logiciel qui va faire X, qui va répondre à tel service ou telle demande. Savoir à quel moment, en fait, ce logiciel va avoir apporté la valeur qu'on en attend, ça demande déjà de savoir comment on va mesurer cette valeur. Et déjà, il y a assez peu finalement d'organisation, de services aujourd'hui où en fait c'est payé au service par utilisateur. Donc il y a effectivement toute une catégorie de logiciels, essentiellement les logiciels d'éditeurs, où ça marche bien, où on sait faire ces choses-là. Dès qu'on rentre dans des logiciels de communication ou de publicité, mesurer la valeur et à quel moment en fait ça vaut ce qu'on en attend, c'est très compliqué. Quand on parle d'un logiciel à l'intérieur d'une organisation et savoir en fait ce que ça rapporte exactement, c'est encore plus compliqué parce que là pour le coup il n'y a pas directement d'argent qui est mis derrière. Et souvent cette idée de dire oui non mais là tu t'arrêtes à partir du moment où ça va te coûter plus cher de faire la fonctionnalité que ce que ça va te rapporter, c'est un discours qui est intéressant, qui est séduisant, mais en même temps, moi je me mets à la place du client, c'est extrêmement rare que le client ait cette sensibilité de à quel moment ça va me rapporter la semaine de développement supplémentaire. Surtout que aujourd'hui, quand on demande de faire du développement logiciel, c'est pour absolument quelque chose qui est propre à ton industrie, à ton entreprise. Parce que si c'est quelque chose qui est général, comme par exemple, je sais pas moi, pour faire la paye des employés, c'est un problème tellement récurrent, tellement connu que tu fais pas faire un développement sur mesure. Tu vas acheter un produit qui existe sur le marché parce qu'il y a 2 ou 3 fournisseurs qui ont déjà tout encapsulé ces fonctionnalités-là. Puis je dis 2 ou 3, puis c'est peut-être 30 ou 40 fournisseurs. Mais
Habituellement, quand tu vas faire un développement, on dit en anglais custom ou sur mesure, c'est parce que vraiment, c'est quelque chose de propre à ton entreprise. Donc, c'est dans le cœur de ce que tu es. Le cœur de ce que tu es, il n'y a aucune entreprise qui se dit, un jour, je vais vouloir cesser d'innover, je vais vouloir cesser. Donc, ce concept-là de dire, je vais arrêter de faire évoluer mon logiciel a comme pas de sens. Parce que pour eux, faut toujours que je garde un avance sur mes compétiteurs, donc faut toujours que je trouve des nouvelles façons de faire. Et si on prend un exemple pratique, mettons, je suis une compagnie d'assurance, de trouver des nouvelles façons de faire des polices d'assurance, puis de pouvoir aller voler des clients à notre compétiteur, ça reste au cœur de leur industrie, parce qu'à un moment donné, c'est pas tant des nouveaux acheteurs d'assurance, c'est d'être capable d'aller prendre des parts de marché à tes compétiteurs. Et là, ça prend l'innovation, et c'est là où ton logiciel va devenir ton élément structurant ou ton élément d'avantage concurrentiel. Et c'est intéressant, tu parlais de Deming tout à l'heure. Enfin, il se trouve que on avait parlé de Deming à l'époque où j'étais à l'école. Il a fait des travaux notamment sur cette histoire du PDCA, le Plan Do Check Act. Et ça m'importe vraiment qu'on revienne à ça. J'ai l'impression aujourd'hui que beaucoup de clients demandent des logiciels en disant ça va m'apporter telle chose, mais ils ont pas commencé par regarder où était le problème. Ils ont pas formulé d'hypothèse que si jamais ils avaient ce logiciel, ça allait aider à résoudre le problème, et qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris. Peut-être, je pense qu'il y a moyen d'accompagner des clients dans ce qu'ils veulent, en commençant bien plus en amont, en fait, en disant ok, c'est quoi que tu cherches à faire, et comment, enfin, c'est quoi l'hypothèse que tu formules qui t'amène à penser qu'une fois que tu auras ce logiciel, tu auras ce que tu veux. Mais là encore, on est pris dans en tout cas, en anglais, on dit catch-22. Je sais pas comment on traduirait l'expression française pour catch-22. Mais on parle de l'œuf et de la poule. L'œuf et la poule, oui, c'est vraiment la bonne expression. C'est-à-dire que pour les organisations gouvernementales, si ils travaillent avec une firme quelconque pour les aider justement à comprendre leurs besoins, ben il est hors de question que la même firme puisse tout à l'heure répondre à l'appel d'offres, parce qu'on va trouver qu'il y a eu un biais, conflit d'intérêt. Je sais pas, quand tu regardes en tout cas, si c'est une organisation gouvernementale, c'est quasiment comme le système est tellement bien ficelé qu'il est plus déficelable. C'est-à-dire que il ne peut que créer des systèmes, en tout cas des contrats où est-ce que les clients vont dépasser les coûts et vont dépasser les temps parce qu'on va avoir un paquet de demandes de changement. Et pour le fournisseur, ça peut, si lui est bien équipé pour les gérer ces changements-là, il va y trouver son compte, c'est-à-dire qu'il va faire peut-être 2 fois ou 3 fois plus d'argent qu'il devrait en faire parce que effectivement, ça peut être très payant. Les grandes sociétés sont spécialisées dans ce type de contrat-là où on bide le plus bas possible, on obtient le contrat, puis finalement on fait plus en bout de ligne, en ajout, en demande de changement, en ci puis en ça. Donc quand le système s'auto-suffit, il veut pas changer. Bien sûr. Ça m'importe aussi dire que le système, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de ficelé, de naturel comme ça. Le système est ce qu'il est parce que aussi à un moment donné, on a choisi de prendre des directions qui font qu'il est devenu ce qu'il est. De la même manière qu'on a réussi à choisir de faire les choses dans un certain ordre, je pense qu'on peut arriver à choisir de défaire les choses, peut-être dans l'ordre inverse, peut-être que c'est un peu compliqué, mais qu'il y a moyen d'y arriver. Peut-être que commencer par les organisations gouvernementales qui ont justement des exigences de compte rendu ou des exigences de contrôle qui sont très très fortes, peut-être que c'est pas la chose par laquelle commencer. Moi, ce qui me paraît évident, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui ont des exigences de contrôle et de compte rendu parce que on est dans une profession où notoirement, c'est très compliqué en fait d'obtenir ce qu'on a demandé ou d'obtenir simplement quelque chose qui donne satisfaction. Enfin, même moi, je m'en rends compte. Enfin, réaliser du logiciel, c'est finalement c'est pas si souvent que ça que je fais quelque chose, je me dis ok, dead on spot, ça marchait, c'était exactement ce que le client voulait. Et c'est pas quelque chose qui me rend fier. J'aimerais pouvoir faire mieux, mais ça m'importe en tout cas d'essayer de faire mieux. Puis peut-être que c'est inévitable que ça prend un processus itératif avec plusieurs essais pour avant d'arriver. Exactement. Et aujourd'hui, enfin, ça c'est des choses qu'on s'était déjà dit il y a un certain temps. Enfin, moi, ça m'importe vraiment de travailler, d'œuvrer à monter les standards d'exigence. Ça veut dire de qu'est-ce qu'un client est en droit d'attendre et qu'est-ce qu'un développeur professionnel
tenu d'apporter en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être un professionnel? Exact. Professionnel, c'est quelqu'un qui se fait payer pour faire le boulot. Mais la question, c'est, enfin, pour moi, elle est là. Elle est à quel moment on peut faire en sorte que le métier ait une meilleure réputation et que du coup, il y ait moins besoin de considérer par défaut que le fournisseur logiciel va être quelqu'un qui va chercher à griller dans tous les coins et qu'on va chercher du coup à mettre en place des contrôles. Et parce qu'on met en place des tas de contrôles, des choses très rigides, forcément, il y a des niches qui se créent et puis il y a des gens qui vont les exploiter et on retourne dans les situations gouvernementales. Je me dis peut-être qu'il y a moyen en fait de commencer à faire des choses plus humbles, plus simples peut-être, et laisser pendant un temps, à la limite, le grand carnaval continuer parce que il peut continuer. On peut pas changer la planète de peut-être que ce sera pas dramatique, j'en sais rien. Et commencer déjà à se dire, si un certain nombre de gens qui ont une sensibilité et qui se disent, plutôt que de faire de l'argent facilement sur des projets crotouilles, peut-être qu'on a moyen de faire de manière plus compliquée des projets, mais que ça tienne la route. Et qu'on arrive petit à petit à monter les exigences, et que petit à petit on se rend compte qu'il y a moins besoin en fait de toute cette armada de contrats et de contrôles, et faire en sorte que les choses se passent plus simplement. Et peut-être que le jour où les choses se passeront plus simplement ailleurs, que quelqu'un dans les organisations gouvernementales va se dire finalement est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ça serait quoi des exemples un peu pratiques de comment créer de la simplicité? Est-ce que ça se fait créer de la simplicité? C'est vaste. Favoriser la simplicité. Là, on est dans des choses spéculatives. J'ai l'impression que ce qu'on fait est au-dessus de la moyenne. J'aimerais que ce soit largement mieux que ce qu'on fait actuellement. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est déjà de commencer à dire il y a besoin de remettre, de redonner une sensibilité globale aux développeurs. De dire ok, non seulement c'est intéressant de coder proprement les choses, parce que ça déjà ce sera une belle amélioration quand tout le monde aura ça, mais c'est aussi intéressant de penser à l'utilisateur, c'est-à-dire il suffit pas de coder ce qui a été demandé, il faut coder quelque chose qui est utilisable et qui fait que l'utilisateur y arrivera sans difficulté, et avoir un certain sens de l'ergonomie, je pense. Ça me paraît très important. Est-ce que c'était ces objectifs-là que vous valorisiez lorsque vous avez mis en place l'offre de la piscine chez Oui, UTC? tout à fait. Ce qu'on essaye, c'est d'avoir justement cette approche englobante. Alors, dans l'équipe interne qu'on a, c'est ce qu'on fait. Donc, si on décrit un peu la piscine, moi, quand j'entends piscine, c'est immersion. Est-ce que c'était l'image ou... C'est tout à fait ça. L'idée, en fait, la métaphore, c'est de dire, si tu veux apprendre à nager, comment tu fais pour apprendre à nager? Tu vas à la piscine, tu te jettes à l'eau, il y a des maîtres nageurs, mais à un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau, puis nager, et puis ça va venir petit à petit. Et là, la question, je disais, si tu as envie de maîtriser ton projet informatique, d'apprendre à maîtriser ton logiciel. Maîtriser les pratiques d'ingénierie, voilà, mais les pratiques de gestion de projet. Exactement, que tu sois le porteur de l'idée, la personne responsable du produit, ou que tu sois le technicien, si tu veux apprendre en fait à maîtriser ton produit, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir que tu sois là au jour le jour et que tu le fasses avec des gens qui savent s'y prendre. Et l'idée, c'est que plutôt finalement que de faire venir un expert dans une équipe qui va se débattre avec justement tout ce système bien ficelé qui fait que ça va être très compliqué de toucher à quoi que ce soit, est-ce que finalement on pourrait pas faire l'inverse? Est-ce qu'on pourrait pas faire venir une personne ou deux à la fois dans une équipe qui fonctionne bien en immersion et apprendre les choses un peu par osmose comme ça? Non seulement au niveau de pratiques d'ingénierie, de pratiques de design, mais aussi de tout un tas de choses qui sont comment on met en place une démonstration, de comment on mène une réunion, quelle est la fréquence à laquelle ces choses se passent, est-ce que c'est important d'avoir des tables sur roulette ou pas, etc., etc. Tout un tas de choses qui peuvent être très insignifiantes, mais aussi très importantes. Encore là, comment on vend ce type de service-là ou d'offre-là? Parce que absolument, les personnes vont dire, OK, j'ai une équipe de 10 développeurs, je vais les former, je vais engager justement un consultant ou deux consultants. Et là, sous une pseudo-osmose, le consultant va former et aider mon équipe à marteau. Oui. Tandis que toi, ce que tu dis, c'est l'inverse, c'est 8 personnes. C'est comme si j'engagerais 8 consultants et je vais prendre 2 personnes de mon équipe et les greffer dans cette équipe-là pour qu'il y ait une véritable osmose, mais ça coûte beaucoup plus cher. Oui, peut-être.
Donc là, on n'est pas en train de parler de 8 pour 2, en l'occurrence, nous, on est en train de se dire 4 pour 2, ça marche pas 4 mal. pour Ça veut 2. dire, nous, aujourd'hui, en fait, on pense qu'on a une résilience dans l'équipe, on sait tenir des choses qui secouent, et avoir 2 personnes en plus, c'est quelque chose qu'on saurait Ou absorber. ça te coûte rien si on livre vraiment du logiciel, donc c'est pas comme aujourd'hui on envoie suivre des gens à des cours d'une semaine, 2 semaines, ils reviennent au bureau, ils ont créé 0 valeur à part apprendre. Ce qui est quand même quelque chose qui a de la valeur, mais encore là, ça peut être discutable si on vraiment bien appris, parce que c'est pas dans des cours d'une semaine qu'on tire souvent le meilleur bénéfice. Tandis que là, est-ce que ça peut être rentable dans la mesure où on dit, nos 4 développeurs, je vais me mettre les 2 développeurs, on va créer des vraies fonctionnalités pour ton produit? Ça, c'est l'objectif. Enfin, parmi les hypothèses, justement, qu'on veut revisiter et se dire, finalement, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça, qu'on fait beaucoup justement dans l'accompagnement, c'est l'hypothèse, c'est de dire soit l'équipe elle va apprendre, soit elle va produire, mais elle va pouvoir faire les deux à la fois, quoi. Et là, ce qu'on essaye de dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'arriver à apprendre, ça veut dire de faire venir dans une équipe des gens qui sont motivés par le résultat d'un produit, et qu'entre nous, on va dire, ce qui est important pour cette personne d'apprendre, ça va être X, Y ou Z. On va réaliser avec elle le produit, donc il y aura une réalisation, et elle aura appris des choses au passage. 2 scénarios parmi 50, c'est la personne en fait est la responsable du produit. Peut-être que ce qui est le plus important, c'est qu'elle apprenne à interagir ou dialoguer avec une équipe agile, par exemple, et qu'elle apprenne à maintenir un backlog et à décider de quoi c'est important de parler maintenant et qu'est-ce qui est important que je vois. C'est-à-dire une équipe qui se dit agile, finalement, si elle fait pas une démonstration toutes les semaines, est-ce qu'elle est agile ou pas? Si elle fait pas des itérations fixes, est-ce qu'elle est agile ou pas? S'il n'y a pas des tests automatisés tout le temps, est-ce qu'elle est agile ou pas, etc., etc. Ça, c'est des choses, on se dit finalement, on peut en parler à l'infini, ou simplement on peut montrer les choses. Et là, on revient à cette idée, moi, qui me paraît très importante, je crois qu'il est temps d'arrêter de parler des trucs, et c'est plus important de commencer à montrer un peu des résultats. Mais est-ce que, ça fait combien de temps, là, maintenant, que vous publicisez cette offre-là de piscine? C'est quand même assez jeune. Ouais, on a commencé à en parler vraiment au mois d'octobre, mois de novembre. Bon, alors clairement, on pense qu'on a des on tient une idée. On pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Clairement, il y a encore un modèle économique qui est pas complètement calé. C'est-à-dire les gens qui sont très intéressés par ce boulot sont des gens qui hésitent beaucoup à mettre l'argent qu'on y demande. Alors est-ce que c'est parce qu'on demande trop cher ou est-ce que c'est parce que finalement c'est pas les bons clients et qu'on a besoin de trouver autre chose pour ces personnes-là? C'est pas encore clair. Donc on est encore en train de chercher un modèle viable. On a des choses à proposer, mais ce qu'on essaye de dire, ce qu'on voudrait vendre, ce qu'on essaye de vendre idéalement, c'est de dire ok, on a en fait un rendez-vous fixe qui serait de quelques jours, maximum une semaine en fait. La personne vient, elle prend rendez-vous avec nous, elle veut qu'il y ait telle fonctionnalité en plus dans son application, elle paye un prix pour ça et elle travaille avec nous pendant ce temps-là. Et quand cette fonctionnalité est là, elle repart et elle travaillerait chez vous dans vos bureaux. Exactement. Pas chez le client. Voilà. Ça c'est pas déjà une première barrière de dire oups, là les jeunes doivent sortir ou. Effectivement, ça peut être une barrière, mais il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Il y a des gens qui se disent oui, c'est vraiment intéressant. Nous, on a envie de voir comment ça se passe dans des équipes où ça se passe bien. Donc de sortir puis d'aller voir comme quelqu'un qui viendrait ici chez Pixis, de voir que les tables sont sur des roulettes, que tout se déplace, que les équipes peuvent se former. Exactement. Souvent c'est en anglais on dit eye opener, donc la traduction française ça serait ouverture d'esprit. Ça l'ouvre l'esprit sur il y a moyen d'organiser nos espaces de travail de façon beaucoup plus productive. Mais c'est un peu de l'accompagnement. En même temps que de faire le travail, c'est une combinaison. Et c'est là que, moi, ces discussions que j'ai eues relativement récemment, maintenant avec un autre confrère qui s'appelle Régis Médina, qui est un des vieux de la vieille en agilité en France, qui lui s'intéresse beaucoup au lean thinking en ce moment et donc aux méthodes Toyota. Et quand je lui parle de ça, il me dit c'est intéressant parce que ça va nous obliger donc les maîtres nageurs de la piscine, ça va nous obliger à vraiment réfléchir en termes de c'est quoi un chemin optimal finalement, qu'est-ce qui ferait qu'on arrive le plus rapidement possible à la fois à construire quelque chose qui tient debout et en même temps à former quelqu'un pour que cette personne puisse avoir l'autonomie et continuer à utiliser ce qu'elle fait, tout ça dans un temps extrêmement court. C'est-à-dire le critère différenciant, ce qu'on a envie de vendre essentiellement, c'est de dire aujourd'hui on se rend compte que quelqu'un qui a une idée et qui voudrait un produit, le temps qui se passe entre le moment où la personne a l'idée et le moment où elle a le produit et elle peut vérifier finalement est-ce que l'idée est intéressante ou pas, en général il va s'écouler entre 6 mois et 1 an.
D'accord. Et là, on se dit, est-ce qu'on est capable de ramener ça à un mois? Ça veut dire, entre le moment où la personne a l'idée, elle nous passe un coup de fil, et le moment où on va prendre rendez-vous avec elle, on va lui faire son boulot pendant entre 2 jours et 1 semaine, et c'est en prod. Le sprint serait très court. Tu dis, Ce serait très 2 court. jours, On parle de 2 jours. Donc, mais parce que vous auriez quand même un concept de sprint en 2 jours. Parce qu'il faut démontrer à la fin. Voilà. L'idée, c'est de dire, en fait, donc, on a un faisceau fonctionnel, et on veut avoir une amélioration dans ce faisceau fonctionnel, et ce serait quoi? Alors, bon, après, là, il y a beaucoup de choses qui restent à déterminer, mais c'est dire... Faisceau fonctionnel. Donc, tu veux dire finalement une itération? Non, quand je parle de faisceau fonctionnel, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en fait, quand on peut parler d'application en termes de backlog, j'aime bien raisonner aussi en termes de roadmap, et de dire, de feuille de route, et de dire, finalement, une application, pour qu'elle soit intéressante en production, en général, faut qu'il y ait 4 ou 5 fonctionnalités fondamentales qui doivent être là. Ouais. Et si elles sont même pas là, c'est ridicule d'aller en production, ça sert à rien. Ce que Patton appelle souvent, lui, le slicing, le functional slicing. Exactement ça. C'est exactement ça. Et l'idée, c'est qu'il va falloir avancer sur chacun. Donc, faisceau fonctionnel, c'est la traduction française. C'est ma traduction personnelle. Je trouve ça intéressant. Et mais effectivement, enfin, toute cette réflexion, moi, est très très influencée par Jeff Patton là-dessus. Et l'idée, c'est de dire. Si on parle de story mapping, story map, ça pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Et donc l'idée, c'est que probablement, en fait, un incrément intéressant. Hors itération, en fait, un incrément intéressant qui aurait de la valeur, c'est probablement dire soit on va rajouter justement une nouvelle slice, soit on va aller un cran plus loin dans une des slices, en fait, si on imagine une espèce de matrice. Soit on rajoute une colonne. Vous essayeriez de vendre, pas forcément une user story, mais un faisceau fonctionnel, c'est-à-dire on va avec le client identifier souvent ce qu'on va appeler c'est minimal marketable feature, c'est-à-dire une fonctionnalité minimale pour vraiment créer un bout d'application qui est utilisable par un client. Voilà. Et le pari qu'on fait, c'est qu'on est capable d'avoir une minimum marketable feature en moins d'une semaine, quel que soit le produit. Donc ça, c'est un gros pari qu'on fait. C'est un gros pari, ça. C'est un gros pari qu'on fait, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Alors évidemment, le pari qu'on fait aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'accepter tous les contrats. Ça veut dire je pense que un des gros boulots qui va être important pour nous, c'est de déceler qu'est-ce qu'on est capable de faire ou pas, et puis dire là on pense qu'on peut vous aider, ou là on pense qu'on peut pas vous aider. Mais diminuer le risque en tout cas, et dire on n'est pas en train de parler on va s'écrouler dans 1 an ou dans 2 ans, mais dire on va s'écrouler dans 1 semaine, et peut-être qu'on sera trompé, mais nous en tout cas on aura un manque à gagner d'une semaine. Puis est-ce que le client lui doit être un peu familier avec ces concepts de faisceau fonctionnel, ou il peut arriver avec juste ses idées même sans vraiment avoir un backlog, et vous allez le prendre en main et le guider? Oui. Donc l'idée, c'est ce qui commence à apparaître clair, c'est que cette histoire de piscine, ça va être une étape aval, de quelque chose en fait qui va peut-être commencer en amont. Ça veut dire on va avoir des personnes qui vont déjà avoir réfléchi à leurs produits, réfléchi à c'est quoi leur découpage fonctionnel, et il y en a d'autres, ça va pas être le cas du tout. Et ça va être intéressant effectivement de dire peut-être qu'on va se voir 1 journée ou 2 avant pour justement faire ce fameux story map et se dire c'est quoi finalement qui est si important que ça dans cette appli, et c'est quoi les hypothèses qu'on fait, et c'est quoi ce qu'on va Parce voir que se passer, de présumer que tous les clients vont avoir la maturité pour avoir fait tout cet exercice-là avant, tu viens de réduire beaucoup l'échantillonnage de qui seraient les clients potentiels. Pas juste ça, là. Techniquement, là, je sais pas, tu bâtis une application qui est dépendante de X, Y, Z de système, faut que tu mettes en place tout l'infrastructure de mocking pour découpler tes dépendances, tout ça, c'est pas facile. Peut-être que c'est pas simple, effectivement, et peut-être que ça c'est pas des projets par lesquels on va commencer, ou peut-être qu'on va se dire finalement on va avoir besoin peut-être qu'une première étape ou une étape suivante, peut-être que ça va être de commencer par mettre en place un banc de mock. Et que ça, c'est quelque chose qui, indépendamment, si c'est avec nous ou avec d'autres que se passe la suite, le banc de mock, il existe, et puis le client peut continuer. Une des volontés, une des choses qu'on veut arriver aussi à casser, c'est cette idée que le fournisseur doit être le même tout le temps. Moi, une image que j'aime beaucoup, c'est l'idée il y a des stars du rock'n'roll qui arrivent à effectivement enregistrer leur album de bout en bout, mais la plupart des groupes, en fait, vont enregistrer une chanson ou deux, puis vont la faire tourner, puis quand ils vont avoir assez d'argent, ils vont enregistrer une 3e chanson, puis peut-être qu'au bout d'1 an, on va finir par y avoir un album. Et peut-être que c'est intéressant d'être dans le même studio d'enregistrement, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a des bouts qui vont se faire d'un côté, peut-être qu'il y a des bouts qui vont se faire de l'autre. Et je pense qu'on a tout intérêt à ce que ce genre d'initiative, en fait, qu'il y en ait plusieurs, et que ce soit simple pour les gens de venir, et que ce soit quelque chose de local, et qu'on puisse arriver à voir. Donc, ça rappelle, si on essaie de résumer, ça ressemble à quoi votre offre de piscine?
C'est pas si simple que ça à expliquer. Non, mais je vais essayer quand même. C'est le plaisir du défi. Donc l'histoire de la piscine, c'est quoi? Ça ressemble à j'ai une idée j'ai une idée de produit que j'aimerais voir, et puis je vais voir les gars de la piscine, et puis ils vont discuter avec moi pendant une journée ou deux, peut-être pas, peut-être que ça va durer juste 1 heure, peut-être qu'ils vont dire ok, il y a besoin qu'on discute un peu. Donc quand tu dis tu as une idée de produit, c'est que tu présumes que la clientèle cible serait des gens qui font des démarrages d'entreprise. Oui, ou qui sont dans un service informatique et qui se disent là ce ok. serait vraiment intéressant qu'on arrive à développer ça, mais on veut juste envoyer une balle traçante et voir ce qui se passe. On est dans un prototype. Okay. Ou au contraire, on a une idée que ça pourrait être intéressant d'optimiser ce machin, mais là toutes les équipes sont prises et peut-être que c'est intéressant de mener l'expérience et voir ce qui se passe. Donc pour toutes ces personnes qui ont une idée, qui ont envie de creuser quelque chose, ou toutes les catégories de personnes qui sont des techniciens, eux, et qui se disent moi j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien continuer sur ce bout-là, mais là franchement je sais pas comment faire. De se dire ok, on va se parler. Il y a une idée, il y a une envie de quelque chose. Et ces gens-là prennent rendez-vous avec nous, on passe 1 heure ou 2 à discuter, de voir où ça va, et puis peut-être qu'il va se passer 1 journée ou 2 en plus pour justement arriver à découper le projet en faisceau fonctionnel. Et puis se dire peut-être qu'une première étape ça pourrait se passer ci, puis après ça pourrait se passer ça, puis là c'est le moment où ça peut aller en prod, et puis puis vous voyez si ça marche, et puis peut-être qu'on se revoit après, etc. Vraiment une espèce d'histoire de comment se pourraient se passer les choses. Et puis au bout de ce temps-là, en fait, il y a la personne vient avec son projet et puis son premier objectif de qu'est-ce qu'elle a envie de voir se passer. Et puis on travaille ensemble là-dessus. Cette personne nous paye au bout des 2 jours ou au bout de la semaine, ça c'est encore à déterminer. Et puis au bout d'1 semaine, elle a quelque chose de fini qui est en production, et puis elle peut réfléchir à ce qui se passe, et puis on peut se revoir au bout d'un certain temps, ou elle peut dire non, finalement je suis déjà sûr que j'ai envie tout de suite de reprendre un rendez-vous avec vous pour dans 1 semaine ou dans 15 jours, et on continue comme ça. Donc un peu comme une relation qu'on peut avoir avec un chiropraticien ou un ostéopathe. Exactement. Où on va les voir à tous les 3 mois parce qu'on fait un cheminement qui est pas obligé d'être en temps continu. Donc ça c'est un peu par l'exemple que je t'ai parlé de ce qu'on essaye de faire. La valeur ajoutée vraiment qu'on essaye d'avoir, c'est de dire ok, on veut réduire drastiquement le temps qu'il y a entre le moment où une personne a une idée et le moment où elle a un bout de produit qui lui permet de voir si l'idée était intéressante, si ça valait le coup de creuser ou pas. Ça c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, tout en donnant l'autonomie à cette personne pour continuer elle-même, pour pouvoir décider finalement, oui, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas avec ces gars-là, est-ce que j'ai envie de continuer tout court mon idée, ou est-ce que j'ai envie de passer à autre chose. Donc la piscine, c'est un exemple, une façon, mais si on revient sur ta vision, en tout cas de ce que seraient des contrats dans un monde agile, c'est beaucoup plus... c'est pas d'inverser le fameux triangle de gestion de projet. Non, je pense pas, parce que... Au final, inverser le triangle, ça continue enfin, on a inversé la relation de dépendance, j'ai envie de dire. Dans un cas, en fait, on a un client qui veut tout, et puis qui va essayer de trouver des gens qui vont tout lui faire, et puis les gens, ils ont les menottes aux mains pour tout faire, ou bien s'ils sont malins, ils ont mis en place des contrats qui fait qu'au dernier moment, ah oui, mais finalement non. Et là, on passe à l'inverse, où on dit, toi, client, on va donner nos meilleurs moyens et on va tout faire pour te faire quelque chose qui a de la valeur, mais on va surtout pas te dire quoi. Et je comprends que pour un client, c'est absolument pas tenable. C'est pas un discours qui est tenable. Donc il y a quelque chose qui a trouvé entre les deux, qui va être un pari, finalement, de dire, ok, finalement, si on se regarde dans les yeux et on se dit, c'est quoi dont t'as besoin? C'est quoi que tu cherches à faire? Et puis c'est quoi les sous que t'es prêt à mettre dedans? Et puis on se regarde, on se dit, pour finalement répondre à cette question, avec ces sous-là, nous, on pense qu'on peut y arriver. Mais ça, c'est probablement possible s'il y a déjà une relation de confiance qui a été établie, parce que si le client te connaît pas du tout, c'est très difficile pour lui de même vouloir juste s'asseoir puis se regarder dans les yeux, comme tu dis, puis avoir ces discussions. Tout à fait. Mais s'il y a pas cette confiance au départ, je suis pas certain que ça sert à grand chose de formaliser des choses dans un contrat. Parce que si finalement on se dit ok, mais on signe un contrat, mais de toute façon tout va se résoudre avec des avocats, c'est pas une bonne idée.
le contrat, il est vraiment, pour moi, en assurance dernier recours, quoi. Il y a un minimum de confiance. Enfin, si par exemple, j'ai pas confiance en mon client, qu'on va pouvoir à un moment donné se parler et se dire, OK, là, il y a finalement quelque chose qu'on n'avait pas prévu qui marche pas, il va falloir qu'on le résolve ensemble. Ça veut dire, il va falloir qu'on résolve le fait qu'on vous avait dit quelque chose puis qu'on va pas le faire. Et quelle tournure ça va prendre. Si on n'est pas capable d'avoir cette conversation-là et que tout de suite on parle d'avocat et de tribunal et de contrat et de clauses contractuelles, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas de toute façon. Et ma réponse à ça aujourd'hui, c'est dire est-ce qu'on n'a pas moyen finalement de limiter le risque ? Ça veut dire de commencer par des petits engagements, de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement d'apporter quelque chose qui permette à nous réalisateurs de vérifier que finalement on a quelque chose à faire avec vous et que on n'est pas en train de se tromper en disant qu'on est capable de répondre à vos problèmes et le client de vérifier est-ce que finalement il y a quelque chose qui est valable, qui sert, qui fonctionne ou pas. Et je pense que plus en fait cette relation est dissociée, ça veut dire plus on est capable de faire des petites avancées et à chaque instant se dire on s'arrête et il y a quand même quelque chose qui tourne et c'est l'autre partie, ça me paraît très important. Le client, finalement, continue à être maître de ses idées, sait où on est dans le design, sait ce que ça veut dire de parler avec une équipe qui a travaillé de la manière dont elle a travaillé. Finalement, peut-être que il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque que quelque chose se passe pas bien, mais en tout cas, il est certainement plus maîtrisé, à mon avis, et beaucoup moins naïf que de dire allez, on va se mettre ensemble, on va signer un contrat, et puis de toute fason, dans 2 ans, tout va être beau, quoi. En fait, la plus simple expression serait d'engager une société, une firme qui va donner ou qui va fournir X nombre de ressources pour produire, développer le logiciel et finalement on revient dans un mode où c'est du placement de ressources là. Il y a moins de confrontation. Qui n'est pas le plus intéressant. Il y a moins de confrontation parce que là on s'attend pas à livrer. Il y a pas cet aspect-là de tout au départ un contrat béton où chaque partie essaye de se cloisonner. On vend des ressources, on vend des ressources qui vont de façon agile développer de la valeur, qui vont Mais ça me paraît quand même vraiment très important que les ressources en question, qu'on vend déjà, que ce soit les ressources elles-mêmes qui se vendent et qui puissent se regarder entre elles et dire est-ce que là on y croit ? Est-ce qu'on y croit que ce projet finalement a un intérêt ? Est-ce qu'on y croit qu'on est capable d'apporter une réponse intéressante ? Et ça, je pense que ça pourrait être le cas si ces réalisateurs ont un sens du business, ça veut dire qu'ils sont capables de comprendre un modèle d'affaires, qu'ils sont capables de comprendre d'un point de vue ergonomique si on demande l'impossible ou pas, par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils savent faire. Et je crois que c'est important de raisonner en termes de pari, de se dire est-ce que finalement on pense qu'on a quelque chose à faire ensemble ou pas ? Et que c'est vraiment quelque chose qui doit venir de la bouche des réalisateurs. Oui, parce que traditionnellement, pour répondre à ce type d'offre-là, c'est qu'une société, elle fournit 10 ressources. Mais ces ressources-là n'ont aucun lien vraiment entre eux. C'est pas une équipe, c'est 10 Ils savent pas travailler ensemble. C'est ça, c'est 10 individus. Tandis que ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est fournir une équipe qui est 10 personnes, mais qui est pas 10 personnes, qui est une équipe de 10 personnes, composée de 10 personnes. Dans votre cas, vous, ce serait une équipe de 4, si vous faites un mix 4 pour 2. C'est exactement ce qu'on cherche à passer comme message. Ouais. Écoute, c'est fort intéressant, en tout cas, ça éveille des réflexions. En terminant, Emmanuel, est-ce que tu as un livre, un bouquin, un blog, quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs? Sur toutes ces questions, enfin, on en a parlé un peu plus tôt, effectivement, le blog de l'Institut Agile est quelque chose qui me paraît très intéressant. Laurent est en train de compiler ce qu'il appelle un référentiel, où en fait, en face de chaque nom du jargon, il décrit ce que c'est, les signes qu'on peut en voir quand on va dans une équipe qui le pratique, et d'où ça vient, et je pense qu'il fait vraiment un travail admirable là-dessus, et ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Toutes les personnes qui s'intéressent à réfléchir à ces questions d'incrément, aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à ressortir en termes de bribes, dans le lean thinking, donc lire des choses. On va mettre le lien du blog de Laurent, puis on mettra un lien vers le lean thinking. Il y a des choses comme ça, et donc effectivement, je parlais de nos amis d'Opéra. Je pourrais même mettre un lien vers le Raphaël Perquin et tout ce qui est lean startup, parce que c'est vraiment des choses intéressantes. Et donc je parlais de Régis Médina, c'est à mon avis ce qui sont la réflexion qui sont en train de pousser dans l'entreprise Operae sur le lean thinking est vraiment vraiment très intéressante. Bon, te remercie. Merci. Puis encore une fois bonne année 2011. Bonne année à vous aussi. Merci. Bon séjour chez nous. On va en profiter, oui.
Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec Guy Barrette. Je fais toujours une petite voix. Ouais, puis moi je m'amuse au montage avec. Donc Guy, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Là, on est au début de janvier. Au début de janvier, c'est la messe annuelle du CES, le Consumer Electronics Show. Donc, tous les produits pour les consommateurs. Donc, on parle de téléviseurs, on parle cette année surtout de tablettes. Tous les produits grand public, là, finalement, ça peut aller des téléviseurs aux lecteurs de musique, etc. Donc, c'est très vaste. C'est vraiment consommateur. C'est pas entreprise. Là. Ça a lieu à tous les ans. C'est à Las Vegas. Et Microsoft fait tout le temps un keynote la veille de l'ouverture du show, de la conférence. En fait, c'est pas une conférence, c'est plus un trade show, là, finalement. Où les compagnies annoncent, la majorité annoncent leurs produits. Ouais. Soit qui sont des produits existants, mais souvent, on va annoncer des choses qui n'existent pas encore. Ouais, en fait, on va annoncer en janvier des produits qui vont être disponibles durant l'année, donc durant l'année 2011, puis surtout peut-être des produits qui vont être disponibles vers la fin de l'année pour la période des fêtes, par exemple. Comme l'an dernier, Microsoft avait annoncé le Kinect au Consumer Electronics Show, et au temps des fêtes cette année, c'était un produit qui s'est bien vendu. 8 millions. Donc Guy, quels sont les produits là, pas juste de Microsoft, mais les produits qui ont retenu ton attention? En fait, j'ai regardé le keynote de Steve Ballmer au CES et il y a une couple de choses qui ont retenu mon attention. De un, c'est la famille des ordinateurs portables présentement qui roulent Windows 7 ou les nouveaux portables. Il va y avoir des form factors vraiment intéressants. Donc la façon, beaucoup d'innovation là au niveau de la conception des appareils, des laptops eux-mêmes. Il y a, je pense, le plus bizarroïde là qui a été démontré, c'est un espèce de laptop qui a pas de clavier physique, mais au lieu du clavier physique, c'est un deuxième écran. Donc, c'est comme quand tu ouvres ton laptop, tu as deux écrans. Oui, alors là, tu peux, avec le gesture, là, donc avec ton doigt, tu peux naviguer dans une page qui va couvrir tes deux écrans. Et puis là, tu mets tes 10 doigts sur l'écran du bas et pouf, il y a un clavier software, un clavier virtuel qui apparaît. Donc, c'est assez innovateur. On avait vu des ordinateurs un peu comme ça, mais où c'était plus comme des transformeurs, c'est-à-dire que tu pouvais soit les transformer en tablette, mais ou en refaire un prototype. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup ça. En ont un sur le marché maintenant. Ce qui m'a aussi impressionné, c'est que Intel, il y a une nouvelle famille de microprocesseurs qui vont sortir. Et ce sont des microprocesseurs. En fait, c'est une architecture Intel, donc un processeur Intel qui roule une architecture Windows comme on la connaît bien. La mémoire et tous les puces là qui servent, qu'on retrouve normalement sur un motherboard. Écoute, la taille du motherboard là, c'est grand comme un jeu de cartes là. Donc finalement, c'est un ordinateur dans un chip. Ah, presque. Oui, presque. Et puis ça, c'est normalement ce qu'on voyait, c'est des architectures ARM ou autres qui consomment très peu d'énergie. Sauf que là, maintenant, c'est vraiment une architecture Intel, mais sous ce format-là. C'est vraiment intéressant. Sauf que j'imagine, vu que c'est un produit Intel, les prix vont quand même toujours être assez un peu plus dispendieux que... Ben, ça, on verra. Donc, ça m'a... Parce que c'est une autre tendance qu'on voit, là, beaucoup de fabricants veulent plus juste utiliser des plateformes Intel, mais aller vers des plateformes comme ARM pour offrir des équipements qui coûtent beaucoup moins cher, puis qui sont sur des, comme tu dis, sur des form factors. Donc,
des dispositions bien innovatrices. En parlant de ARM, Microsoft a annoncé que la prochaine version de Windows, qui n'ont pas nommé, on juste dit la prochaine version de Windows. Oui, on va l'appeler Windows 8. On va l'appeler, allait rouler aussi sur la plateforme ARM. ARM. Donc, c'est une architecture qui est différente de l'architecture Intel. C'est surtout un processeur 32 bits. 32 bits. Donc, on n'est pas à 64 bits. Non, qui consomme très peu. Coûte pas cher. Qui coûte pas cher à produire, qui peut alimenter par exemple un réfrigérateur, je sais pas moi, un téléviseur ou toutes sortes de choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la prochaine version de Windows, c'est que Windows va supporter cette architecture-là, en plus de supporter Intel comme à l'habitude. On peut s'attendre à avoir des ordinateurs Windows pas cher du tout. Ce qu'on peut s'attendre, ça c'est notre boule de cristal. On verra. Ce qu'on pourrait peut-être s'attendre, parce que Microsoft n'a rien annoncé du tout là. Ce qu'on pourrait peut-être s'attendre, c'est des tablettes par exemple. Qui roulent Windows 8 nativement, qui consomment très peu d'énergie, qui vont pouvoir être ouvertes pendant des heures et des heures, je sais pas moi, une dizaine d'heures de suite, ce qui est presque impensable présentement avec l'architecture Intel Windows. Là, tu parles de tablettes. Oui. Est-ce j'imagine qu'il va y avoir eu une douzaine ou en tout cas une panoplie de tablettes qui ont été annoncées. Des tablettes Windows qui roulent Windows 7, oui, mais rien de révolutionnaire. Donc Apple reste encore maître. Apple va rester encore maître, et on va devoir attendre la prochaine version de Windows. Puis il faut dire aussi que Apple, depuis plusieurs années, eux, le Consumer Electronics Show, ils ne se présentent pas là. Ils ont leur propre conférence quelques semaines absolument plus tard, où est-ce que là, ils annoncent leurs produits. C'est le privilège peut-être d'être un leader dans le marché, de pouvoir avoir sa propre conférence. Absolument. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention? Non, en fait, Microsoft a annoncé vu que c'est ciblé pour les consommateurs, a parlé beaucoup de la Xbox, du succès de la Kinect, 8 millions d'exemplaires vendus, là, ça dépassait la prévision qui était de 5 millions d'exemplaires, là. Donc ça, c'est un success story assez intéressant. Quand je regarde ça j'ai regardé de loin, là, j'ai pas suivi ça de près, mais ma compréhension, c'est que c'est la confirmation qu'il n'y aura pas comme un ordinateur unique, mais c'est une prolifération de types d'ordinateurs. Et on le vit nous-mêmes, hein, la prolifération d'avoir plusieurs ordinateurs, pas juste un PC, un laptop, un tablette, un téléphone qui est aussi un ordinateur. Donc, et de plus en plus, on va avoir un ordinateur dans la cuisine, parce que si on fait des recettes de cuisine, on veut avoir ça proche. La vie va être remplie d'ordinateurs, mais qu'on ne considérera peut-être pas comme des ordinateurs. Ça devient quasiment même des produits de luxe, des produits de style. Oui, absolument. Comme le frigo qui pourrait avoir son mini-ordinateur. Parce qu'un processeur 32 bits, même un jour, c'était considéré comme un produit, en tout cas comme quelque chose de dispendieux, mais maintenant, ça coûte presque plus rien à produire. Puis avec un processeur 32 bits, puis une couple de mégaoctets de mémoire, même de gigaoctets de mémoire, on peut faire beaucoup. Ben écoute Guy, je pense qu'il est temps de passer nous à ce qui s'en vient dans la communauté .net de Montréal. Oui, donc au mois de janvier, il nous reste deux présentations, une sur l'architecture. Oui, c'est Sylvie Trudel qui va présenter sur les points de fonction. Ça c'est le 18 janvier, mardi. C'est un mardi, oui. Et ensuite, la semaine suivante... Le lundi, Éric de Carufel va nous présenter les outils de refactoring qu'il y a dans Visual Studio, et ensuite aussi un comparatif avec un autre outil de refactoring et puis il va nous démontrer là les avantages. Surtout pour éduquer les gens sur l'utilité du refactoring. Absolument. OK. Et en février, on sait qu'il y a un webcam que Microsoft organise début février. Oui, samedi le 5 février. Et comme toujours, nous, on va avoir 3 présentations en février, on vous tenait au courant. Et je pense que ça fait le tour. Guy. Oui. Nous, on va souhaiter à nos auditeurs bonne programmation. Et bonne année. Oui, bonne année. Et aussi, on vous revoit en février. Et on va avoir une émission où on va parler surtout de ce qu'en anglais, on dit event sourcing. Donc, des principes d'architecture qui sont pas piqués des verres. Donc, ça devrait être fort intéressant.
Show.